Les conversations du week-end. Aujourd'hui, la conversation littéraire, animée par Jean-Claude Perrier. Bonjour à tous les éditeurs de KTO Radio et bienvenue dans ce nouveau numéro des conversations littéraires du week-end. Ce mois-ci, un peu dans la foulée des fêtes de Pâques, nous sortons de la fiction qui nourrit en général nos conversations pour plus qu'un livre. J'ai envie de dire c'est un monument à soi seul. Nous recevons donc deux des spécialistes qui ont participé à une entreprise qui s'appelle Catholicisme, vocabulaire typologique du patrimoine. Ça a l'air un peu impressionnant comme ça, mais en fait, c'est un livre absolument magnifique qui s'appuie sur les mots, le vocabulaire, pour faire l'inventaire de tout le patrimoine catholique de notre pays. Vaste programme, aurait dit le général de Gaulle. En l'occurrence, c'est une entreprise pilotée par André Malraux, créée, inventée par André Malraux. Nous avons avec nous Isabelle Duhaut. Bonjour, chère Isabelle, merci d'être venue à l'invitation de KTO. Merci de votre invitation. Et dans votre équipe, c'est Laurence de Finance qui s'est dévouée pour venir nous parler, elle aussi, de cette entreprise. Alors, évidemment, comme nous ne sommes pas des spécialistes, contrairement à vous, je vais d'abord vous demander qu'est-ce que c'est que cet inventaire général, qu'est-ce que c'est que cette collection vocabulaire aux éditions du patrimoine, etc., etc. Alors, l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, voilà, tel qu'il s'appelait à l'époque, est une entreprise qui a été créée en 1964 par André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles, sous l'impulsion d'un grand historien d'art qui s'appelait André Chastel. Bien sûr. Et dont l'ambition était et est toujours de recenser, d'étudier et de faire connaître le patrimoine français. L'entreprise s'est progressivement institutionnalisée avec la création de services dans chaque région de France. Aujourd'hui, elle s'appelle l'Inventaire général du patrimoine culturel. Voilà, elle est toujours active, très active dans les régions. Puisque au départ, entreprise pilotée par sous l'égide du ministère de la Culture, aujourd'hui, elle a été transférée aux régions de France. Elle a été décentralisée, absolument. Et donc, le travail de terrain se fait par des agents qui sont qui travaillent dans ces collectivités territoriales. En fait, c'était une reprise de l'idée de Mérimée. Alors, c'était une reprise de l'idée de Mérimée. Il y a eu plusieurs projets d'inventaire au fil du temps. L'idée de Malraux s'inscrivait dans une période où la France se transformait beaucoup. Les centres urbains étaient détruits ou rénovés et il y avait les campagnes se transformaient aussi. Et l'idée était un petit peu de constituer les archives patrimoniales de la France en complément du service des monuments historiques, justement initié par Mérimée, qui lui a pour vocation de protéger, d'entretenir, de restaurer les monuments ou des objets les plus insignes du patrimoine. L'inventaire a une vision beaucoup plus large ce que l'inventaire documente n'a pas vocation à être protégé ad vitam aeternam, je dirais. Mais c'est juste pas possible. Je veux dire, comment peut-on envisager dans un pays comme la France, c'est infini. Oui, c'est un puits sans fin, mais en même temps, c'est une aventure passionnante parce que c'est une aventure qui fait émerger du patrimoine, qui patrimonialise en quelque sorte beaucoup d'artefacts et dont le périmètre évolue avec le temps. En 64, on n'étudiait évidemment pas la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, on patrimonialise et on étudie des choses qui sont récentes, qui ont moins de 30 ans. Voilà. Donc, en 64, on ne regardait pas le patrimoine industriel. On a appris à l'étudier, à le documenter
dans les années 80-90. Enfin, la notion et la définition même de patrimoine évolue avec le temps, et donc le travail de l'inventaire est de plus en plus vaste. Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est pour nous, c'est que ça passe par des livres. Donc on va parler de cette collection de livres et par les éditions du patrimoine. Alors c'est quoi les éditions du patrimoine? Ça dépend du ministère de la Culture? Oui, absolument. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que donc l'inventaire a été décentralisé, mais il reste un petit service au sein du ministère de la Culture dans lequel je travaille, oui, absolument. Et qui a vocation à coordonner le travail des services régionaux, à produire des outils méthodologiques pour que les services fassent ce travail d'inventaire de manière homogène et cohérente et avec les mêmes outils, partagent les mêmes outils, ce qui permet de produire de la connaissance qui peut être comparable et notamment qui est informatisée dans des bases de données nationales qui sont consultables à l'échelle du pays entier. Vous recentralisez ce qui est décentralisé. Alors, on diffuse sur un portail national. Voilà, alors, les éditions du patrimoine, c'est un établissement public, effectivement, qui relève du ministère de la Culture et qui a vocation à publier les travaux de la Direction générale des patrimoines, plutôt les services du patrimoine, monuments historiques, archéologie et donc inventaire général, puisqu'il y a la RMN aussi qui existe et qui a davantage en charge les musées. Les catalogues, etc. Voilà, les catalogues d'exposition. Et donc, cette collection qui s'appelle à l'origine Principes d'analyse scientifique et puis qui progressivement s'est appelée Vocabulaire, qui est un peu plus parlant pour le lecteur, voilà, a d'abord été édité par l'Imprimerie nationale et puis ensuite a été transféré aux éditions du patrimoine, qui est donc une branche du Centre des monuments nationaux qui gère un certain nombre de grands monuments ouverts à la visite. Oui, puisque l'Imprimerie nationale a été aussi privatisée. Voilà, les éditions, mais le transfert avait été fait avant, mais effectivement dans la perspective de la transformation de l'Imprimerie nationale. Alors, ce qui est chic quand même, c'est que quand on ouvre le premier volume de votre livre, c'est que pof, on tombe sur un avant-propos d'André Malraux en personne. Oui. Ça a de l'allure quand même. Mais André Malraux a écrit sur l'inventaire général, effectivement, puisque c'est lui qui est à l'origine du projet. Il l'a ardemment soutenu. Et pour nous, c'est vraiment notre père fondateur. Oui, absolument, notre père gourou. fondateur. Ouais. Ça tombe bien, puisque je rappelle à nos auditeurs, mais on en a déjà parlé, on en reparlera, je rappelle à nos auditeurs que cette année 2026, nous commémorons le 50e anniversaire de la disparition d'André Malraux, avec plein d'initiatives, des livres, des colloques, des cérémonies, des expositions dans les musées, etc., en France, en région et aussi à l'étranger. Donc, c'est pour ça que je trouvais qu'il y avait une cohérence dans tout ça. Une préface de 69, donc un texte de 69, où Malraux, évidemment, intègre cette notion de patrimoine et d'inventaire général à sa pensée globale sur les civilisations et sur leur destin. Donc, alors, cette collection vocabulaire, j'ai regardé, donc elle existe depuis effectivement les années 60, et elle n'a que 15 titres. Ça donne une idée un peu de l'ampleur des chantiers. Combien de temps vous avez mis, vous ? Nous avons mis 8 ans. D'accord. Mais Laurence, qui est... 8 ans à 9 à 8 ans à 8. À 8, pardon. Oui, voilà. Je pensais 1 plus 8, non. 9 en tout. 8 en tout. 8 ans à 8 auteurs, oui. Laurence est l'autrice d'un précédent volume, celui qui traite de l'ornement. Laurence de Finance, voilà. Bonjour, oui, je suis co-autrice de l'ornement avec Pascal Liévaux. Je ne l'aurais pas fait seule, mais nous avons mis plusieurs années à le faire également. Non, c'est même pas beaucoup, j'allais dire 8 ans. Alors, pour nos auditeurs, puisqu'on n'est pas à la télé, on est à la radio, le catholicisme se présente sous la forme de 2 forts volumes rose fuchsia, sous une espèce d'emboîtage, ça est très agréable. Ils font quasiment 500 pages chacun, c'est relié. Il y a à peu près 1000 illustrations. Et c'est pas très cher en fait, 120 €, c'est pas monstrueux. Vu la richesse de l'icono, vu la qualité de l'impression, c'est quand même très très beau. C'est de la belle ouvrage, comme on disait autrefois. Et on comprend 8 ans, ça me paraît raisonnable.
On n'a pas fait que ça En plus, pendant ces C'était pas 8 8 ans. ans à plein temps. non, Voilà. j'imagine. Mais c'est vrai qu'on n'était pas au départ parti pour un projet aussi long, mais entre-temps, il y a eu le Covid. Enfin bon, il y a eu un Bien certain sûr. nombre de... il y a eu presque 2 ans de fabrication. On finissait les textes pendant qu'on commençait la maquette. Ce sont des ouvrages qui ont une vie très très longue, qui sont les 13 ou 14 titres de la collection qui sont toujours disponibles, qui sont réimprimés régulièrement par les éditions du patrimoine. Et voilà, donc l'idée notre projet était de faire des beaux livres, mais en même temps des livres qui soient d'un prix relativement abordable par rapport à ce qu'ils représentaient pour que ils trouvent leur public. Mais le fait de cette durée dans le temps aussi des ouvrages de la collection permet sans doute de maintenir un prix raisonnable. Oui, bien sûr. On est dans le patrimoine, on est dans la durabilité. Et moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que les éditions du patrimoine aient gardé l'impression papier, parce qu'évidemment, la tentation aurait été, je pense au catalogue raisonné des peintres, par exemple, qui sont extrêmement difficiles à faire maintenant sous forme de livres, ou qui coûteraient très cher. Il y a énormément de catalogues raisonnés de peintres qui ne sont plus que digitalisés, qui ne sont plus papier. Donc c'est formidable que ça dure et que vous travaillez vous-même à produire du patrimoine, j'allais dire. Alors, à l'Inventaire, on a un souci très important de l'iconographie, de la photographie qui contribue fortement à patrimonialiser les objets ou les édifices qu'on étudie. On travaille avec des photographes professionnels qui sont intégrés aux équipes. Et le travail éditorial, papier, imprimé, avec une très belle photogravure et un travail éditorial soigné, est vraiment fait partie de notre ADN. Et je dois dire que les éditions du patrimoine, de ce point de vue-là, sont absolument alignées avec notre manière de voir. Cette collection est pour eux une des collections phares de leur catalogue. Elle se vend régulièrement, 20 ou 30 ans après la publication du titre. Donc voilà, il y a pas beaucoup de raisons de passer au numérique. C'est quand même des beaux livres. Peut-être que c'est finalement nous, les utilisateurs, enfin quand je dis nous, les professionnels du patrimoine, les utilisateurs, je dirais au jour le jour de ces titres qui souhaiterions en avoir des versions numériques pour chercher les choses plus rapidement dedans. Mais en même temps, c'est toujours un plaisir de les feuilleter, de chercher sous la forme papier quelque chose parce qu'on voit autre chose, on retombe sur un autre élément, une autre définition, une image complémentaire et finalement, on n'utilise pas de la même manière un ouvrage papier qu'un ouvrage numérique. Un texte renvoie à un autre, Exactement. un mot renvoie à un autre. Ouais. Alors, le concept de la collection vocabulaire, parce que effectivement, inventaire général du patrimoine, on a bien compris, mais ça ne peut se faire évidemment qu'en tranches et en tranches thématiques, j'imagine. Donc, l'idée de partir des mots, c'est un peu une clé pour tout ça. Alors, l'idée à l'origine, c'était de donner le vocabulaire d'un champ d'expression artistique pour que les chercheurs, les professionnels du patrimoine partagent le même langage. Donc, la tapisserie, le premier titre, l'architecture, la sculpture, la peinture, le métal, pour ce qui est de l'orfèvrerie. Vous aviez fait quoi, Laurence, vous déjà ? Le vitrail. Moi, je n'ai pas participé complètement au vitrail, mais il existe aussi un vocabulaire la céramique, sur le vitrail. j'ai vu. La céramique. Les jardins. Donc l'ornement. Tout ça patrimoniaux. Oui, absolument. D'accord. Donc c'est l'inventaire des jardins français, par exemple. C'est le vocabulaire pour décrire et analyser un jardin patrimonial. Et à travers le vocabulaire, on amène des lieux, des objets, des artefacts. On illustre, voilà, on illustre le vocabulaire avec des objets, avec le patrimoine qu'on est susceptible de rencontrer sur le terrain quand on ne travaille pas. Notre objet, c'est vraiment la matérialité des œuvres. Donc, c'est d'écrire des choses qui existent, moins
travailler à partir de textes sur des objets ou des édifices qui auraient disparu et qui n'existeraient plus du tout. C'est pas des dictionnaires, c'est pas une histoire du patrimoine, c'est pas une encyclopédie, etc. C'est vraiment un concept à part. C'est pour ça que j'essaie avec vous de le cerner parce que... Si je peux ajouter, c'est en fait classé thématiquement. En plus. Les termes sont classés thématiquement et avec des renvois à d'autres termes. Oui, c'est pas alphabétique puisque ça commence par hôtel dans le volume 1 et ça finit avec antiphonaire mais c'est classé fin du par volume thème. 2. Vous avez un thème sur l'Eucharistie et l'autel, vous avez un thème comme le patrimoine funéraire. Donc c'est vraiment classé par thème avec des renvois vers des mots qu'il faut aller voir parce qu'ils correspondent aussi à presque à la même signification. Donc vous avez à la fois les synonymes et des termes proches. Et tout ça, c'est très bien expliqué dans l'index grâce à une graphie différente qui vous permet de savoir dès l'index si vous aurez une définition complète ou si vous aurez seulement un renvoi vers une autre page qui sera le terme réel à employer. Alors c'est touffu, mais en fait c'est un peu comme une promenade dans un musée où une œuvre renvoie à l'autre, etc. Il y a beaucoup de renvois. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Donc c'est un projet, on comprend maintenant mieux le temps. Et l'équipe du coup alors, donc on a Isabelle Duhaut là, qui est la maîtresse d'œuvre, je dirais. On a avec nous Laurence de Finance, donc qui a participé. On va citer les autres parce que c'est quand même... Bien sûr. Alors on a Mireille Bénédicte Bouvet, qui est conservatrice du patrimoine honoraire dans l'Est de la France. Bernard Ducouret, même chose, Grand Est. Laurence de Finance qui est avec nous, Emmanuel Fritsch, chargé de mission patrimoine région Grand Est, ils sont tous de l'Est ces gens. Emmanuel Louis, non, il est de Normandie lui, conservateur du patrimoine pour la région Normandie. Maïna Masson-Lotier qui fait la même chose en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et Josiane Pagnon qui fait attaché de conservation en Occitanie. Voilà. J'ai oublié personne ? Non. Bon, voilà, on salue aussi le travail de tous ces gens. C'est vraiment une entreprise. En plus, tout le monde est modeste parce que je signale que les notices ne sont pas signées. C'est volontaire. C'est volontaire, oui, j'imagine. Parce que nous avons tous relu les textes des uns des autres. Et donc, nous sommes tous solidaires pour dire que ce sont nos textes. C'est interactif. Voilà. Même si nous avons des spécificités. J'imagine, des spécialités, c'est bien normal. Mais en tout cas, c'est chouette parce que c'est aussi une humilité. Vous vous êtes mise au service du patrimoine. Bien sûr. Donc c'est quand même pas mal. On va marquer une petite pause dans un instant. Comme d'habitude, nous allons avoir 2 intermèdes musicaux. La première musique que vous avez choisie, alors je ne sais pas laquelle de vous deux ou si vous avez choisi ensemble. C'est Isabelle qui va vous présenter les... Alors c'est un chant médiéval qui s'appelle Salvanos Stella Maris. J'ai fait de la restituer moi en latin, donc sinon Salvanos Stella Maris, par l'ensemble Gilles Blinchois. Je crois qu'on va d'abord l'écouter et ensuite vous nous expliquerez Isabelle de quoi il retourne. Signaris
bien, retour dans les conversations littéraires de week-end où nous parlons aujourd'hui de l'entreprise Catholicisme aux éditions du Patrimoine. Nous avons avec nous Isabelle Duhaut, la maîtresse d'œuvre de cet ouvrage, et Laurence de Finance, qui est l'une des conservateurs et conservatrices du patrimoine qui a œuvré. Isabelle, c'est vous qui avez choisi Salwanos Stella Maris par l'ensemble Gilles Blinchois. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Alors, nous sommes concertés tous les 8 pour cette sélection. Tout est collégial chez vous. Tout est collégial, Formidable. absolument, voilà, jusqu'à ce choix. L'idée était de choisir des musiques françaises, puisque notre ouvrage se limite au patrimoine français. C'est Donc déjà on pas voulait jusqu'au bout être dans notre logique. Un chant, puisque c'est quand même la voix est un élément important de la musique catholique, et puis une pièce d'orgue qu'on écoutera tout à l'heure pour faire en pendant. Avec des périodes différentes. Donc là, on est vraiment à la période médiévale, l'école de Notre-Dame de Paris. Alors c'est vrai qu'il se trouve que c'est un disque à moi. On a chacun un peu regardé dans nos discothèques ce qu'on pouvait proposer. Moi, j'aimais beaucoup ce chant tout simple, cette espèce presque même de chanson avec un refrain qui revient, comme ça en boucle, absolument. Et c'est tellement beau, c'est gai aussi. C'est quelque chose qui m'importait. Sauve-nous, étoile de mer, reine des cieux. Stella Maris, je laisse Laurence. C'est Laurence la latiniste. Stella Maris veut tout simplement dire étoile de la mer, et ça fait partie des litanies de la Vierge. Voilà, on s'en doutait un petit peu. Mais curieusement, les litanies de la Vierge sont inspirées du Cantique des Cantiques et des psaumes, et Stella Maris ne figure pas dans celle-ci. Ça a été ajouté, et c'est toujours représenté à partir du XVIe siècle comme une des litanies de la Vierge, mais on n'en a pas le texte biblique. Il n'y a pas de texte correspondant. Mais c'est un ajout, médiévale. Une création plutôt XVIe siècle. Mais à partir des chants médiévaux comme celui-ci, justement, il y a d'autres chants aussi qui parlent de Stella Maris. Tout à fait, merci. Merci mesdames de cette petite précision érudite grâce à vous. Et puis cette découverte musicale, j'avoue que je ne connaissais pas du tout. Mais voilà. Et on attend donc tout à l'heure un deuxième morceau d'orgue, nous avez-vous annoncé. Alors revenons à notre patrimoine catholique. J'ai observé que dans la collection, il y avait déjà eu un volume sur les protestantismes. Évidemment, il y en a 2, voire plus, qui avait un peu 3. Je pensais à 2, mais vous avez sûrement raison. Luther, Calvin, Zwingli. Ah ben voilà, j'en avais oublié. Oui, plus toutes les églises évangéliques, voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, donc, Chez nous, ça l'est moins. Ouais, donc voilà, protestantisme au pluriel, catholicisme au singulier, tout va bien. Catholicisme romain, même. On ne l'a pas précisé, mais on précise. Oui, parce que dans la préface, il est expliqué, effectivement, vous listez les autres formes de les christianisme orientaux, et évidemment, vous n'êtes pas entré là-dedans, puisque c'est le patrimoine strictement français. Exactement. En plus, ça complexifiait. Voilà. Alors du coup, ce patrimoine catholique, combien de divisions, Isabelle? Combien d'objets, combien de lieux, etc. Comme l'inventaire, un nombre infini. Au moins 40 et quelques mille. Plus que ça. Alors, peut-être que pour l'architecture, ce serait plus facile d'avoir une estimation. Et encore, entre les édifices publics qui ont été transférés, qui sont sous la gestion soit de l'État pour les cathédrales, soit les églises des communes, tout ce qui est privé, des communautés religieuses, qui a été construit par les diocèses après 1905 et qui continue à se construire, c'est un chiffre qui est en perpétuelle évolution, donc c'est très difficile à l'estimer. Et alors pour ce qui est des objets, alors là, quand vous allez dans une église et que vous ouvrez les placards de la sacristie, de nouveau surgissent de nouvelles choses, donc c'est vraiment infini. Et puis c'est renouvelé parce qu'il y a des commandes régulières. Oui, on avait Notre-Dame dans la nouvelle Notre-Dame. Absolument, à des artistes. Y compris pour les objets de la liturgie, des calices, des patènes, des vêtements liturgiques. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est un patrimoine vivant aussi, oui. Donc, c'est absolument infini. Absolument, oui. Et il y a un inventaire, justement? Est-ce que chaque diocèse, par exemple, a son inventaire des objets? Parce que je sais qu'il y a un gros problème actuellement, c'est les vols d'objets patrimoniaux dans les églises, dont elles sont victimes régulièrement. On en parle souvent dans les médias. Et s'il n'y a pas d'inventaire, évidemment, ça complique
la tâche? Alors, il y a plusieurs structures qui sont chargées de mieux connaître ce patrimoine. Il y a donc effectivement l'inventaire général du patrimoine culturel, puisque notre travail est essentiellement topographique, donc territoire après territoire, commune ou ensemble de communes après ensemble de communes. On étudie tout et donc on fait le patrimoine des objets religieux des églises. Il y a ce qu'on appelle les conservateurs des antiquités et objets d'art, les CAOA, qui sont les gens qui sont chargés de préparer les dossiers de protection pour les objets mobiliers, qui travaillent pour le service des monuments historiques et qui connaissent bien... En vue d'un classement ? En vue d'une protection, d'une inscription monument historique et puis éventuellement d'un classement qui est la protection supérieure de niveau national. L'inscription se fait à l'échelon régional et le classement à l'échelon national. Il faudra que vous nous expliquiez tout à l'heure, si j'oublie, vous me faites penser, la différence entre inscription à l'inventaire, inventaire supplémentaire, parce qu'on voit des cartels parfois dans les expos ou certains monuments, et le vulgum pecus ne sait pas forcément quels sont les degrés de classement et qu'est-ce que ça signifie très exactement et qui classe quoi. Ok, bon. On met ça dans un coin de nos têtes. D'accord, ok. Merci. J'en profite de vous avoir pour clarifier des tas de sujets. Les conservateurs des antiquités objets d'art qui travaillent beaucoup sur le patrimoine religieux et donc le patrimoine catholique, parce que c'est quand même une part importante du patrimoine mobilier français. Évidemment. Et puis, il y a bien sûr les commissions diocésaines d'art sacré qui ont une gestion plus quotidienne des choses. Alors, il faut savoir que, y compris les objets, tout ce qui est antérieur à 1905 est la propriété de la commune et est donc mis à disposition de l'affectataire qui est le clergé et le prêtre, etc. Voilà. Mais la propriété est quand même communale. Donc, il y a ces conservateurs ont tout un travail de pédagogie et d'accompagnement. Et d'ailleurs, là, maintenant, après les élections municipales, ils doivent avoir beaucoup de boulot pour reprendre contact avec les maires, leur redire, les nouveaux élus, qu'ils sont propriétaires de tout un tas de choses dont il faut qu'ils s'occupent et qu'ils veillent à ce que ça ne soit pas vendu ou que ça soit que ça disparaisse. Alors pour ce qui est des vols, c'est un sujet récurrent qui revient beaucoup et qu'on connaît bien à l'inventaire général parce qu'il fut une époque où on nous accusait un peu, on craignait qu'en documentant et en faisant connaître tout un patrimoine, on attire l'attention. Et nous, on était plutôt pensez que dans les voleurs vont lire votre ouvrage? Non, mais il y a quand même des bases de données en ligne, nationales, gratuites, etc. Et en fait, on s'est rendu compte quand même au fil des décennies, et là-dessus, je pense qu'on est vraiment en phase avec le service des monuments historiques, que mieux on connaît, mieux on protège. Bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, il y a aussi des bases de données qui recensent toutes les œuvres volées, et dès qu'il y a des saisies, la police peut accéder à ces données. Avec les reconnaissances d'images, on identifie très facilement les œuvres. Enfin, voilà. Mieux on documente, mieux on connaît, mieux on fait connaître. Et quand on fait connaître, les gens de la paroisse savent ce qui est important, savent ce qui est précieux, font plus attention. Donc voilà. Dans mon village normand, il y a une chapelle qui s'appelle la chapelle de la Selle, c'est un petit village de l'Eure, où il y avait un retable en albâtre du XIIIe siècle sur l'autel, dans une petite chapelle qui ne sert plus, en fait, puisqu'on a aussi une église dans le village. Et il a été volé 2 fois d'ailleurs, et je crois qu'on l'a retrouvé une fois dans la Seine. Et maintenant, il est au musée d'Évreux, ce qui a permis de le sauver. Mais évidemment, c'est un peu triste parce que du coup, la chapelle, elle est vide. Et comme le retable occupait vraiment toute une partie de l'autel au fond de la chapelle, donc là, on est en discussion avec le maire pour éventuellement faire un moulage. Ah oui. Vous voyez, pour remplacer un moulage copie qui ne vaudrait rien, en plastique, avec un 3D maintenant, etc. Oui, on est obligé de gamberger. C'est du vécu quotidien. On a tous ça, ce genre de problématique. Alors ça, c'est intéressant ce dont vous parlez, parce que c'est aussi un point de vue un petit peu différent que l'on a service des monuments historiques, inventaire général et musée. C'est que nous sommes plutôt dans la position de dire il faut que les œuvres restent in situ
dans l'endroit pour lequel elles ont été bien faites. sûr, c'est mieux. Oui, sauf que si elles sont volées, au bout de 2 fois, on se dit quand même, ça commence à bien faire. C'est pour ça qu'il y a des modalités de mise en sécurité des œuvres. Maintenant, les monuments historiques sont très, très vigilants là-dessus. Il y a des trésors de cathédrales qui sont réorganisés avec des espaces dédiés, des vitrines pour exposer certaines œuvres. Enfin, bon, voilà, il y a le sujet est bien pris en compte, bien géré, mais c'est vrai que parfois, le dépôt dans un musée peut être une solution de préservation. C'est vrai, c'est frustrant pour les gens qui vont dans les églises, effectivement, de voir du vide, si j'ose dire, où là, il y avait ça, mais c'est vrai que si c'est ça ou être volé et revendu... Alors, on a 2 minutes pour les histoires de classement, synthétiquement, parce que j'aimerais bien comprendre, moi. Laurence, tu veux... prendre le relais ? Actuellement, il n'y a que 2 possibilités. Soit c'est inscrit monument historique, soit c'est classé monument historique. Ça change quoi ? Avant, il y avait inventaire supplémentaire. Ça a été supprimé. On a maintenant inscription monument historique ou classement. Voilà, c'était juste une appellation, en fait. L'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques a changé de nom. Parce qu'on avait rajouté des choses, c'est tout ? Non, c'était l'appellation qui était comme ça. Bon, d'accord. Mais ce n'était pas compréhensible pour tout le monde. En effet, il y avait un doute avec inventaire général. On ne savait plus très bien si c'était inscrit à l'inventaire, inscrit au monument historique, etc. Donc maintenant, il y a 2 appellations. Inscrit. Avec 2 niveaux classé. De protection. Voilà. Inscrit est moins protégé que classé, puisque classé, c'est au niveau national. D'accord. Ce qui n'est pas le cas de l'inscription, qui est au niveau régional. Donc inscrit, ça veut dire qu'il y a des inspecteurs en région, comme vos amis là, qui ont travaillé, qui vont dans les différents édifices religieux, en l'occurrence, et qui estiment que tel objet, tel artefact, tel tableau, tel vêtement, tel objet sacré mérite d'être inscrit au patrimoine. Oui, enfin, c'est aussi quand même une décision collégiale, ils ne décident pas tout seuls. Hein. Donc inscrit, ça veut dire quoi ? Que c'est remarquable, mais c'est remarquable, localement, en tout cas, par rapport à ce qu'il y a dans la région, par exemple, et que ça doit être protégé. Mais ça ne doit pas être protégé au même niveau que monument historique. Et lorsqu'il y a une restauration, les financements de l'État seront moins importants que si c'est un monument classé ou un objet classé. C'est quand même pas anodin du tout. Non, bien sûr. Non. Et quand vous dites protection, ça veut dire quoi ? Quand un objet inscrit au patrimoine est protégé, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on peut protéger son état de conservation déjà, donc intervenir pour la restauration. On peut le protéger aussi soit dans une vitrine, soit en soudant un élément, un support par exemple. Ça dépend quelle est l'œuvre classée, inscrite ou si c'est un monument ou un objet. Et surtout, on surveille, on fait des recensements réguliers pour savoir si l'œuvre est bien toujours en place. On surveille son existence et son maintien en place. Il y a des constats d'état réguliers qui sont faits et s'il y a problème, infestation ou que sais-je, on entreprend une restauration ou une mise en conservation justement pour... Non mais le budget de l'État n'y suffirait pas si on voulait faire les choses vraiment et bien, si on voulait vraiment tout protéger. C'est pour ça que tout ne peut pas être restauré. Bien entendu. Ça c'est dur à admettre effectivement pour les gens. Bah oui, mais toi tu passes après. Et donc le degré supérieur ? C'est le classement. Le classement. Alors là, c'est soit un monument, soit il y a aussi des objets classés, des objets importants qui sont classés. Lorsqu'un monument est classé, par exemple un édifice, une église classée, si elle a des vitraux anciens, ils sont classés également, au même titre, et les peintures murales également, ce qui est objets monumentaux, disons, qui est vraiment fait pour l'édifice en question. Si l'édifice est classé, ces objets-là sont classés. Vitraux et peintures murales. Évidemment, quand il s'agit de Notre-Dame, ça devient infini ou compliqué. Les grandes églises, j'imagine que c'est très compliqué. Bien sûr. Mais c'est une question de cohérence, notamment dans les restaurations, parce que pendant un certain temps, les monuments historiques classaient certaines parties d'édifices, d'autres étaient seulement inscrites, et puis d'autres encore parties n'étaient pas du tout protégées. Et en termes de gestion de l'édifice, de restauration d'ensemble, des fois, pour conserver les verrières, par exemple, si la toiture n'est pas en bon état, il n'y a rien qui peut se faire. Et si la toiture n'est pas protégée, elle n'a pas de subvention pour la restauration, etc. Donc, depuis quelques années, les monuments historiques se sont lancés quand même dans des campagnes d'homogénéisation des protections, de mise en cohérence des protections pour qu'un édifice dans son ensemble, la protection d'un édifice soit cohérente dans son ensemble. Ce qui paraît logique. C'est exactement comme dans MaPrimeRénov'.
quand vous faites rénover votre maison, on prend en charge la toiture, mais pas la charpente ou pas l'isolation. Enfin, il y a des casse-têtes comme ça, administratifs, sans doute. qui sont votre quotidien, j'imagine. D'accord, tout ça est vraiment passionnant. Et on comprend mieux, évidemment, la complexité, la difficulté, etc. Et donc, évidemment, un ouvrage général qui tenterait de recenser tout ça, c'est pas possible. Une espèce de catalogue. Alors, cet ouvrage, d'une certaine manière, il existe. Ça s'appelle la plateforme ouverte du patrimoine, qui est une grande base de données qui est accessible sur Internet à tout à chacun, dans laquelle on trouve à la fois tout ce qui est protégé monument historique, que ce soit inscrit ou classé, que ce soit édifice ou objet, et tout ce qui a été étudié par l'inventaire. Donc, il y a quand même cette espèce de catalogue global dans l'état d'aujourd'hui. Pour les monuments historiques, c'est à peu près exhaustif de tout ce qui est protégé. Bon, sauf que quelques petites erreurs, mais ça, vu la masse, c'est normal. Oui. Et pour l'inventaire, tout ce qui a jusqu'à présent été étudié et dont les dossiers ont été terminés, aboutis jusqu'à la mise en ligne. Donc, c'est ce qui se fait de plus exhaustif aujourd'hui. Oui, ça évolue chaque jour, j'imagine. Il y a des mises à jour régulières, des versements de données régulières. Et ces données, ces bases de données sont à la fois des données textuelles qui décrivent les œuvres et des photos, des photographies qui illustrent ce patrimoine. C'est passionnant parce qu'avec vous, on est au cœur du réacteur, là, parce qu'on a rarement l'occasion de parler aux conservateurs du patrimoine, aux gens du ministère. Et vous êtes dans vos domaines, etc. Et donc, on pourrait peut-être redonner l'adresse électronique de ce service qui s'appelle pop.culture.gouv.fr. pop.culture.gouv.fr. On va tous s'y précipiter. On va marquer bientôt la deuxième pause musicale de cette émission. Vous nous indiquez un petit mot du deuxième morceau avant qu'on ne l'écoute. Ça s'appelle « Offertoire avec le tonnerre » de Michel Corrette. Voilà, j'avais une hésitation, je n'arrivais plus à me lire. Alors, c'est quoi « Offertoire avec le tonnerre » c'est qui Michel Corrette ? Alors, ça, c'est un choix qui nous a été suggéré par Bernard Ducouret, qui a donc traité dans l'ouvrage les parties... un des auteurs. Il est Grand Est, lui. Hein. Voilà, il est Grand Est. Alors, le Grand Est, c'est grand. Donc, on a une Lorraine, Bernard qui est plutôt en Champagne-Ardenne, et puis Emmanuel Fritsch plutôt en Alsace. Alors, c'est grand, mais c'est en train de fondre. C'est pas encore fait. Les Alsaciens sont en train de se débiner. Pour les Alsaciens, voilà. Donc, Bernard souhaitait une pièce d'orgue qui contraste un peu avec ce chant médiéval très simple et très dépouillé. Et donc, il nous a suggéré cette pièce de Michel Corrette, qui, encore une fois, est un auteur, un compositeur organiste français qui a vécu très longtemps, quasiment tout le XVIIIe siècle. Voilà. Et c'est une production de la fin de sa vie. C'est un de ses dernière composition et on va l'écouter. On va l'écouter. Offertoire avec le tonnerre, Michel Corrette, et on en reparle après.
Ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours dans les conversations littéraires de KTO Radio. Vous pouvez fermer vos parapluies. On a bien entendu le tonnerre. Hein. Merci à Bernard Ducouret pour ce choix, c'est extraordinaire. Alors, chère Isabelle, Offertoire avec le tonnerre de Michel Corrette, vous nous en dites quelques mots. Donc, grand compositeur du XVIIIe siècle, si j'ai bien compris, français évidemment. Qu'est-ce qu'on peut en dire, si ce n'est qu'on entend vraiment le tonnerre? C'est extraordinaire de faire vrombir l'orgue comme ça. Laurence explique un peu comment on obtient ce... Comment ça vrombit? Ça vrombit, je crois que c'est une touche spéciale que l'on tire et qui s'appelle tonnerre. Ah non? Il me semble que c'est ça. Trop bien. Oui, voilà. Parce que vous savez que sur l'orgue qui a 2 claviers, il y a en plus des touches que l'on tire. Oui, ça voilà, j'ai vu, mais je ne sais pas ce qu'il y a écrit dessus. Comment ça s'appelle. Oui, les tirettes, oui. Et il me semble me rappeler qu'il y en a une qui s'appelle tonnerre. Donc, si on la met en route, ça jouer, permet de faire vibrer le jeu de façon plus profonde là, c'était certaines notes. Mais là, c'est extraordinaire. On l'entend vraiment très forte. C'était qui, alors, ce bonhomme? C'était un compositeur français qui a, dans ses dernières compositions, qui s'appelle, l'intitulé exact, c'est « Pièces pour l'orgue dans un genre nouveau, avec le mélange des jeux et la manière d'imiter le tonnerre ». Donc, il y avait une vraie volonté d'une composition qui mettent en œuvre toutes les possibilités de l'instrument jusqu'à ce fameux tonnerre et cette manière de faire vrombir. Formidable. Voilà. Super beau. Très moderne en plus. Très, très moderne. Pour le 18e, oui. Oui, en plus. Merci. Voilà. Merci, vous remercierez votre collègue. Complémentaire du premier choix. Entrons dans le vif de ce vocabulaire. Déjà, combien il y a de définitions? Combien il y a de mots? Puisque ça va d'hôtel à UTEL jusqu'à antiphonaire, j'ai regardé, sur les 2 volumes, ça court, dans 9 sections. Comment ça a été organisé un peu tout ça? Alors, il y a dans l'index environ 2500 termes qui se répartissent, qui sont donc définis ou pour lesquels ce sont des synonymes de termes définis dans ces 9 chapitres thématiques. Avec les édifices, les sacrements, les lieux, les objets, les meubles, la liturgie, les dévotions, les rites et l'iconographie, si j'ai rien oublié. Absolument, oui. Voilà, c'est vraiment le principe de cette organisation thématique qui oblige à être très fouillé dans la définition de l'artefact et de le classer dans une catégorie ou dans une autre. Ce qui oblige à des choix, à une sélection, à une réflexion un peu fine, ce qui est différent d'un dictionnaire où on est strictement alphabétique et où les mots n'ont pas nécessairement de relation les uns avec les autres et où on peut un petit peu comme ça avoir des définitions moins précises ou qui pourraient être un petit peu contradictoires avec ce qu'on a donné dans une précédente définition pour un autre terme. Donc, c'est vraiment c'est le principe de la collection, c'est de fouiller, de décortiquer le vocabulaire pour que les utilisateurs de ce travail utilisent les bons termes, le terme le plus précis, le plus approprié, et surtout que tous appellent une chose similaire, qu'elle ait été conçue au Moyen-Âge ou au XXe siècle, qu'elle soit monumentale ou toute petite, à partir du moment où elle a la même fonction et elle doit être désignée de la même manière. Alors, par rapport évidemment à un inventaire général, là, évidemment, c'est thématique parce que c'est catholique, c'est religieux, c'est liturgique. Tous ces objets ont une fonction ou une signification avec la religion catholique. Oui. C'est ce qui différence. C'est-à-dire que quand vous montrez un missel, vous expliquez en quoi ce missel servait à la liturgie, d'où il vient, comment il a été fait, etc. Ce n'est pas juste une description artistique. Non, justement, c'est avant tout fonctionnel. Voilà. C'est un vocabulaire typologique. Donc, c'est l'objet, c'est à quoi il sert, pourquoi il a été fait. Et puis ensuite, on aborde son évolution formelle au fil des siècles, éventuelle ou pas, d'ailleurs. Ces différentes matériaux ou la variété de l'iconographie qui peut l'illustrer, mais pas toujours. Mais c'est vrai que alors, on s'attarde assez peu à l'histoire de l'art et à l'histoire artistique, en fait, de l'objet. C'est vraiment sa fonction,
l'évolution de sa fonction, de son usage au fil des siècles. Voilà. Après, illustré d'un certain nombre d'œuvres très différentes, très variées en fonction de leur lieu de réalisation dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, etc. Et puis de la date de création. Mais alors, c'est avant tout des définitions fonctionnelles. Bon, sauf pour l'iconographie où là, on est dans... Oui. Vous dites plaisamment à un moment qu'il y a des tas de mots, de termes dont on a oublié complètement la signification ou qu'on confond les uns avec les autres. Vous citez l'exemple du... Alors, quelle est la différence entre les fonts baptismaux et un baptistère, par exemple ? C'est quoi ? Le baptistère étant l'édifice dans lequel est le fond baptismaux. Donc, par exemple, on a construit à Fréjus ou autre, à l'époque paléo-chrétienne, des baptistères. Et tandis que les fonds baptismaux, c'est la cuve dans laquelle se trouve l'eau bénite dans laquelle on va baptiser l'enfant. Les fonds baptismaux sont à l'intérieur du baptistère. Oui, enfin maintenant, il n'y a plus beaucoup de baptistères que l'on construise. C'est surtout une chapelle qui devient un fond baptismaux à ce moment, qui devient le baptistère lui-même. Donc le fond baptismaux est dans une chapelle, dans l'église. Le baptistère, on en construit en Italie, on en construit, je crois encore, mais en France, je ne crois pas. Hein. Il y a eu quelques projets de placer... oui, dans le narthex. Oui, ou le baptistère à l'extérieur, dans un petit... dans les projets des églises de la reconstruction, par exemple, où on essayait de revenir justement aux origines du christianisme. Mais enfin bon, c'est anecdotique par rapport à la quantité de fonds baptismaux. Il y a des fonds dans toutes les églises. Bien sûr. Il y a ça en Inde, à Velangani, la grande paroisse chrétienne catholique du sud du Tamil Nadu, qui est énorme. Et comme c'est un sanctuaire absolument gigantesque, ils disent que c'est le Lourdes indien. Et comme il y a énormément de gens qui arrivent et que c'est à la dimension de l'Inde, quand on baptise les gens en Inde, ils sont 10 000, hein, ça va très vite. Il y a un baptistère énorme en dehors de la cathédrale. C'est assez... qu'est-ce que c'est qu'un antiphonaire ? Rappelez-nous, ça m'a beaucoup plu. J'adore ce mot. C'est à la fin du deuxième volume. Qu'est-ce que c'est qu'un antiphonaire ? Alors, c'est un livre de chant. Vous en montrez un des très beaux, d'ailleurs. Oui. On a essayé C'est pas facile d'illustrer des livres liturgiques parce que, c'est quand même essentiellement du texte. Pour l'antiphonaire, c'est de la musique qui est consignée. Il y a des partitions, il y a des portées. Donc, c'est enluminé, tout ça. Voilà, on a essayé de trouver des illustrations qui, grâce aux enluminures, apportent un complément d'information. C'est un livre de chant qui fait partie des livres de chœur et qui est utilisé par les clercs qui sont autour du célébrant. Et ça se pose sur un lutrin, ça on sait ce que c'est. Voilà, plus ou moins grand, plus ou moins monumental, le lutrin, absolument. Les livres de chœur sont en général très grands. D'abord parce qu'il y a peu d'éclairage dans les églises. Musique, il faut les voir et pouvoir les lire. À la différence des livres liturgiques qui sont destinés aux paroissiens, le missel, alors le missel est plus petit. Enfin, en fonction de l'usage du livre, encore une fois, il a une matérialité différente. Et c'est aussi ça qu'on explique. Est-ce qu'il y a des termes qui ont complètement disparu de l'usage que vous citez, par exemple, que vous êtes allé chercher ? Alors, soit les objets n'existent plus, soit on les appelle plus comme ça, soit on a oublié. Disparu de l'usage, je ne sais pas. Il y a des objets qui sont plus utilisés, ça c'est sûr. Genre le baiser de paix, par exemple. Ah oui, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est une... Laurence, c'est un donnez-nous un baiser de paix. Petit objet que l'on tient à l'arrière par une petite poignée, en général en métal. L'objet est en métal avec sur l'avers un décor qui représente soit une crucifixion, soit une scène religieuse, disons, de la vie du Christ ou de la Vierge, et que le prêtre tenait par l'arrière, donc par un anneau à l'arrière, et proposait à l'adoration des fidèles qui venaient baiser l'avers de C'est comme un ex-voto, en quelque sorte. Ah, c'est tout petit, ça a 10 cm de haut, et ça se tient dans la main. Aujourd'hui, c'est en général en cuivre émaillé. Oui, en cuivre émaillé. Personnellement, je sais que ça m'est arrivé à ma première communion
d'avoir baiser le baiser de paix, oui, le jour de la première communion. D'accord. Donc ça devait exister dans les années 50-60. Ah oui, encore, d'accord. Oui. J'en ai jamais vu, moi. Et maintenant, ça a été remplacé, l'idée a été remplacée par donnez-vous la paix. D'accord, c'est assez récent, ça. C'est récent, ça c'est très récent. Quand j'étais jeune, ça n'existait pas. On ne se donnait pas le baiser de paix. Quoi d'autre dans le même genre? Il y a des textiles qui ont disparu. Dont il reste très peu d'exemples. C'est vrai que les objets textiles ont une durée de vie forcement beaucoup plus courte. Donc, est-ce qu'il y a des pièces de vêtements qu'on ne met plus, par exemple, qui ne se mettent plus dans la liturgie et qui existaient, qui ont disparu? Je pense qu'on en met toujours. On en met toujours. On simplifie les choses, mais en fait, la fonction est toujours là. Pour le lavement des pieds, justement, son nom m'échappe. Aujourd'hui, on voit souvent un simple tablier. C'était plus sophistiqué dans le passé. Je vais vous retrouver le terme. Non, mais ne cherchez pas, c'était juste un exemple. Oui, il y avait des pièces très somptueuses. Et puis, il y avait une différence de préciosité entre les vêtements de l'évêque ou de l'archevêque et puis le vêtement du simple prêtre. Aujourd'hui, les choses se sont quand même relativement démocratisées. Simplifié en tout cas. Le travail de création ne se place plus nécessairement dans la préciosité et dans le luxe avec des broderies d'or ou des choses comme ça qu'il pouvait y avoir. Alors, en ce qui concerne l'iconographie, on va terminer par là. Moi, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. C'est une mise au tombeau du XVIe siècle qui provient de la chapelle des Pénitengries d'Aix-en-Provence. C'est absolument magnifique. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? C'est une grande double page, Laurence. Oui, c'est une grande double page, Laurence. Il nous reste 1 minute. Je me souviens bien parce que j'ai vu en allant à la messe cette œuvre dans cette chapelle. C'est à la fois mise au tombeau et crucifixion, c'est ça, où on voit les 3 croix. On dirait une crèche napolitaine. Les 3 croix, et on voit en dessous le corps du Christ déposé dans un tombeau. Il y a un réalisme. Il y a un réalisme surprenant. Il y a un des 2 larrons là, qui est sur la croix, qui est en train de souffrir 1000 morts. Bien sûr, mais les larrons sont toujours représentés comme... plus ou moins, mais celui-là, il a morflé. Hein. Bon, c'est une œuvre qui est quand même très remarquable. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. En général, vous avez la crucifixion d'un côté, la mise au tombeau de l'autre. Et là, on a réuni en une seule scène avec plusieurs personnages et une construction, en fait, une structure importante, et la mise au tombeau et la crucifixion. C'est un des 1000 exemples de cette entreprise, de ce livre. C'est magnifiquement illustré. Je vous dis tout à l'heure, il y avait quasiment 1000 illustrations en couleur. Il y a des doubles pages, etc. Il y a des objets. C'est très, très beau. En dehors de l'aspect religieux, évidemment, catholique, je dirais c'est un livre, c'est comme un musée où on a vraiment plaisir à se promener. Et le fait que ce ne soit pas un dictionnaire, c'est moins formel. Parce qu'on peut musarder comme ça d'une définition à l'autre, un mot renvoyant à un autre, une thématique, etc. Donc vous nous conviez un formidable voyage à travers ce patrimoine catholique français. On vous en remercie évidemment et je suis sûr que nos auditeurs vont se précipiter. Ça s'appelle Catholicisme, c'est aux éditions du Patrimoine, ça vient de paraître. On était avec Isabelle Duhaut et j'ai oublié votre prénom, chère Laurence. Voilà, j'allais vous appeler Florence. Laurence de Finance, qui a participé à cette entreprise. Merci et rendez-vous au mois prochain. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, la conversation littéraire, animée par Jean-Claude Perrier.